Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur Equinox Télévision, bienvenue à cette autre édition de la revue des Grandes Unes avec nos invités qui sont déjà installés. Avec eux, nous reviendrons dans quelques instants sur les principales unes de ce jeudi, 11e jour du mois d'octobre. Et allons tout d'abord visiter ces unes et commençons par la nouvelle demandant l'annulation partielle de l'élection avec, entre autres, l'interdiction d'accès aux salles de vote de certains scrutateurs du MRC avec tout aussi la présence de la liste ou du bulletin du candidat Keremouna alors que celui-ci avait quelques jours ou quelques heures avant le scrutin rallié le camp de Maurice Kamto. D'autres éléments qui portent sur l'absence des bulletins de vote du MRC dans certains bureaux de vote et bien entendu la fraude et les cas de fraude qui ont eu lieu et qui se seraient traduits par des votes multiples, la présence des noms de personnes déjà décédées sur les listes électorales. Voilà quelques éléments mis en avant par le mouvement pour la renaissance du Cameroun pour demander l'annulation partielle de l'élection présidentielle dans certaines régions du Cameroun, notamment le nord-ouest, le sud-ouest, l'extrême nord, pour ne citer que ces régions, le nord-ouest et le sud-ouest, où où de nombreux électeurs n'ont pu se rendre aux urnes en raison de la situation sécuritaire plutôt exécrable. Et puis, de l'autre côté, c'est Joshua aussi, le candidat du SDF, du Social Democratic Front, qui lui demande purement et simplement l'annulation totale de ce scrutin au regard des irrégularités observées dans son déroulement. C'est à lire donc dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression qui, restant sur cette présidentielle du 7 octobre dernier, nous parle de Transparency International, de cette affaire Transparency et le MRC qui veut poursuivre la CRTV à Tangandi. Le porte-parole de Kamto assure que des actions en justice sont envisageables en l'encontre du MINAT et de la chaîne de radio-télévision publique. Et la situation au nord-ouest qui préoccupe tout aussi avec le maire de Kumbo qui a été enlevé. Les ravisseurs de l'élu SDF ont intercepté sa voiture hier alors qu'il se rendait du côté de Bamenda. La page 5 de la Nouvelle Expression et le comité de normalisation, les textes fondateurs qui ont été adoptés malgré les vives tensions. Les délégués à l'Assemblée générale extraordinaire ont bouclé cette étape hier du côté de Bankomo. On poursuit avec le journal Le Messager qui s'intéresse aussi à la présidentielle 2018. Le Messager qui titre sur les évêques qui montent au créneau et dénonce une fraude massive lors de cette présidentielle du 7 octobre dernier. La conférence épiscopale nationale du Cameroun, sous la houlette de Monseigneur Samuel Cléda, égrène le chapelet des nombreuses irrégularités qui ont émaillé le scrutin de dimanche dernier. Des irrégularités qui partent donc de certaines violences pour empêcher à certains scrutateurs ou mandataires de partis politiques de pouvoir accéder au bureau de vote, des irrégularités sur des fraudes massives observées ça et là, à lire donc dans les colonnes du journal Le Messager qui, restant sur cette présidentielle, donne la parole au MRC et notamment au porte-parole de Maurice Kamto, Olivier Bibounissak, qui dit le MRC n'est pas complice de l'orchestration de la violence. Les confidences du porte-parole du mouvement pour la renaissance du Cameroun, à lire à la page 4 du Messager de ce matin. Et puis, Ligue de football professionnel du Cameroun, Pierre Semengue qui échappe à un putsch. Le président de la Ligue de football professionnel du Cameroun déjoue une réunion secrète du conseil d'administration et envoie la secrétaire générale Pauline Thérèse Mangele à la retraite. Info Matin reste sur la présidentielle à sa grande une. Info Matin qui parle de la contribution des forces de défense sous l'impulsion du ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo. Leur implication a permis le bon déroulement des opérations de vote en toute quiétude. Ceci sur l'étendue du territoire national, nous dit Info Matin dans sa publication de ce jeudi. Et puis en littérature, Jaffa Mendongo qui décrypte le phénomène Paul Biya. Le phénomène Paul Biya, donc, dans un essai éponyme, le ministre de l'enseignement supérieur démontre que le chiffre 4 structure le fonctionnement atypique du chef de l'État depuis sa naissance jusqu'à son accession à la magistrature suprême. Mutation, on parle de la présidentielle 2018 et du tiercé gagnant sans le Social Democratic Front. Les premiers résultats acquis
Le financier d'Afrique s'intéresse ce matin à la zone franc et la hausse des impôts pour freiner l'endettement des États. C'est la une du financier, du journal Le Financier d'Afrique, qui ajoute que les ministres des Finances recommandent de rehausser les recettes fiscales afin de contenir le niveau d'endettement des États qui prend des proportions inquiétantes. Et puis le quotidien de l'économie qui parle de ressources naturelles ce matin à sa grande une, et le Cameroun qui perd 90% de sa production d'or, nous dit le journal, qui ajoute que des acteurs étatiques, sociétés civiles et partenaires au développement sont réunis depuis hier à Yaoundé pour renverser cette tendance, ceci dans le cadre du forum sur la gouvernance minière organisé par l'association Forêt et Développement Rural, le FODER. Et puis le journal Le Jour ce matin reste sur la présidentielle et parle de faux observateurs de Transparency International. Le MRC demande une enquête. Au cours d'une conférence de presse hier, Olivier Bibou-Nissa, que le porte-parole de Maurice Kamto, a également annoncé une plainte contre la CRTV et le MINAT. Voilà donc pour les principales unes de ce matin. On n'oublie pas Émergence, voilà le quotidien Émergence qui parle de présidentielle et de la conférence épiscopale qui fustige les fraudes et les nombreuses irrégularités. À travers les conclusions rendues publiques, elle jette le discrédit sur la gestion de l'élection par le régime, l'intégralité de la prise de position des évêques dans ce journal Émergence, le quotidien. Voilà donc pour ces principales unes, et nous retrouvons sur ce plateau nos invités. Camille Nélé, bonjour. Bonjour Eric Martial Jomo, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision, bonjour Guy Hervé Fongan. Vous me permettrez d'ouvrir cette émission avec une expression de sympathie. Je souhaiterais adresser mes condoléances à notre confrère Jean-François Tchanon, directeur de publication du Messager, qui a brusquement, brutalement perdu son petit frère hier d'un AVC. Donc je voudrais lui témoigner ici mes condoléances et ma sympathie. Voilà, les condoléances de tout ce plateau. Alors, bon jeudi à vous, Guy Hervé Fongan. Bon jeudi, président, Eric Martial Jomo, et bonjour aux téléspectateurs qui chaque jour prennent le même plaisir à regarder les unes qualitatives qui paraissent chez nous au Cameroun. Moi, je ne vais pas sauter les condoléances, mais je vais simplement adresser un message de paix et d'apaisement à nos frères du nord-ouest et du sud-ouest et témoigner toute ma sympathie et mon amitié à tout le SIF qui a vu son maire enlevé, Njok Donatus, qui était le maire de Koumou depuis 1996. Qui est le maire de Koumou depuis 1996. Et il faut rappeler que c'est un des rares élus qui n'avait pas quitté sa ville depuis que depuis que le désordre a commencé. Donc là, il vient d'être enlevé par les sécessionnistes, dit-on. Et c'est un signal fort quand quelqu'un d'aussi populaire dans cette région-là réussit à être enlevé. Ça veut dire que la goutte d'eau commence à déborder le vase et que les Amazoniens, entre griffes, commencent à ratisser large et à tirer dans tous les sens. Allez, tirer dans tous les sens. On va démarrer donc avec les journaux ce matin, des journaux qui parlent essentiellement donc de ce contentieux post-électoral. La Nouvelle Expression nous parle de Kamto et aussi qui demande l'annulation pure et simple de cette élection. Camille Nélé, c'est aussi la une du journal Le Jour qui parle du MRC qui demande une enquête. Voilà, le MRC plutôt là sur les faux observateurs, mais sur ce contentieux post-électoral, les uns et les autres nous disent Kamto et aussi demande l'annulation, peut-être pas de la même façon, puisque l'un parle d'annulation partielle et de l'autre côté on parle d'annulation totale. C'est ce que je voulais dire. Le candidat Kamto a demandé l'annulation de l'élection dans certaines régions. Bon, l'annulation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, c'est certainement évident, dans la mesure où on sait très bien que c'est une infime partie des populations de ces deux régions qui a pu accomplir le devoir citoyen. Et bon, maintenant, quand il demande l'annulation de l'élection dans la région de l'extrême nord, on peut bien se demander pourquoi il n'y a pas eu de trouble en tant que tel. Bon, mais selon son argumentaire, il semble que là-bas, il y aurait eu des fraudes massives. Bon, donc, lui, il demande l'annulation dans certaines régions. Donc, Joshua aussi, lui, estime que cette élection devrait tout simplement être annulée, et tout simplement parce que non seulement il y aurait eu des fraudes, il y aurait eu des entorses, il y aurait eu énormément d'irrégularités, et c'est pour cela qu'il demande que ces élections soient tout simplement supprimées. Bon, c'est des postures de candidats
qui, chacun à sa manière, tient à exprimer sa frustration et peut-être son mécontentement par rapport au déroulement de l'élection selon les informations qui ont pu leur parvenir. Mais toujours est-il que, bon, c'est aussi une litanie maintenant dans tous les pays africains où après une élection présidentielle, la plupart du temps, c'est l'ouverture des conflits post-scrutin et bien entendu avec à la clé beaucoup de candidats qui demandent l'annulation. Mais en attendant, ils ne peuvent exprimer cette doléance que devant la Cour constitutionnelle qui sera appréciée. Voilà, on constate justement que ces revendications ne sont pas que l'apanage de Joshua Ossie ou encore de Maurice Kamto. Cabral Libby, dans une sortie reprise ce matin dans les colonnes de certains journaux, lui aussi dénonce clairement un certain nombre de fraudes massives dans certaines régions, le difficile accès aux salles de vote de nombreux mandataires de partis politiques, des situations voilà, qui poussent les uns et les autres à finalement jeter du discrédit sur cette élection. À partir de là, on comprend la posture, tout au moins, de Maurice Kamto et de Joshua Ossie. Oui, on la comprend. Cette élection a été entachée de beaucoup d'irrégularités. On ne dira jamais assez. À côté de Cabral Libby, Serge Espoir Matoma du PURS également l'a fait. Il a dénoncé un certain nombre d'irrégularités qui ont été constatées. Les mandataires qui ont été refoulés dans les bureaux de vote, certains qui ont été brutalisés, etc. Les gens qu'on n'a pas permis de voter alors qu'ils avaient pourtant les noms inscrits. Donc il y a beaucoup d'irrégularités que ces candidats ont constaté au cours de cette élection, qui n'est pas de nature à garantir la fiabilité des résultats qu'on obtiendra au finish. Et je voudrais donc par cette occasion, quand même, il faut le dire, depuis le début de cette campagne, j'allais dire m'étonner quand même de la donc ça laisse quand même à désirer. Non, moi j'ai envie simplement de dire que le gouvernement n'avait pas besoin de ça. Je pense que le régime a tendu le fouet pour se faire battre et a créé les conditions de ce contentieux post-électoral-là. Parce que, rappelez-vous, dans ce que le MRC, par exemple, dénonce, ils rappellent clairement l'article 286, alinéa 1 du code électoral, un rapport au financement des élections, qui, par exemple, indique que les frais de campagne doivent être mis à disposition des candidats après la publication de la liste définitive des gens qui sont retenus. Alors, vous voyez bien que non seulement le montant a été réduit à sa plus simple expression, mais n'a même pas été remis à temps. Je pense qu'honnêtement, le pouvoir n'avait pas besoin de ça pour pourrir l'ambiance. On aurait pu remettre l'argent aux candidats de manière telle que c'est prescrit et c'est écrit dans le code électoral. Donc, le pouvoir ne l'a pas fait. Il va plus loin, le MRC, en indiquant aussi que il y a un litige réel autour de l'affichage, oui, où le RDPC a quasiment tout pris, sans forcément respecter ce qui était prévu par la réglementation. Vous avez, il y a des... Sans que Elecam ne s'en offusque. Donc, il y a des dysfonctionnements comme ceux-là qui sont de nature à entacher l'élection. Le RDPC aurait pu, de manière sereine, aller à cette élection, éviter tous ces petits manquements-là. Donc, je veux dire que c'est tous ces éléments qui peuvent décrédibiliser l'élection. Mais de là à penser que l'élection va être totalement partiellement reprise dans le temps du territoire, ça me surprendrait. Mais il y a un ensemble d'irrégularités qu'on aurait pu éviter si le gouvernement, le RDPC, avait abordé cette élection avec un nombre de sérénité, sans prêter le flanc à la critique telle qu'ils l'ont fait depuis que ça a commencé. Alors, jusqu'où peut prospérer une telle démarche, une demande d'annulation partielle ou totale? On verra bien. Et puis, les contentieux sont en train d'être rédigés pour être déposés devant le Conseil constitutionnel, mais on verra bien jusqu'où ça pourra aller. Mais comme le dit Guy Hervé Fongan, ce serait avec surprise que le Conseil constitutionnel donne crédit à ces revendications. On aurait pu éviter ça. Parce que Guy Hervé Fongan parle de choses qu'on aurait pu éviter, mais moi je dis qu'on a aussi vu des incongruités. Non seulement on a vu effectivement cet affichage excessif qui démontre la toute-puissance toute puissance de l'État actionnée derrière un candidat dont on a vu des affiches partout à travers toute la République. Et seulement l'autre l'autre curiosité, c'est que pourquoi ne pas avoir déterminé la somme allouée à chaque parti avant la distribution et estimer que la somme à donner à ces partis est la moitié de la caution qu'ils ont versée. Bon, moi je me souviens
J'ai vu une caricature dans un de nos journaux où on a caricaturé le chef de l'État en disant que l'élection n'est pas comment est-ce qu'on appelle ce truc de Yaoundé là, où la Mida n'est pas la Mida, où tu viens déposer 30 millions pour gagner 300 millions. Mais non, plus sérieusement, je vais dire que les choses auraient pu être mieux sérieusement, aurait pu être mieux menées si on avait dit que bon voilà, les frais de campagne, bien la cagnotte destinée à la campagne est de 100 millions, 150 millions, ça aurait été agréable, plus agréable pour tous. On a vu certains partis n'ont même pas touché à ces fameux 15 millions. Notamment le MRC. Notamment le MRC, mais plus grave. Moi, ce que j'ai enregistré comme incongruité, c'est ces cotisations nationales qui ont été enregistrées pour le RDPC à travers tout le Cameroun. On a vu des régions entières, des élites entières venir cotiser des centaines de millions de francs pour un seul candidat. Moi, j'ai trouvé cela incongru parce que ça ne s'est jamais vu dans aucun pays au monde. Et moi, je crois que le Cameroun aurait pu se passer d'une telle incongruité. On veut bien que les élites de ce pays manifestent leur engagement derrière le client, mais on n'a jamais vu autant de gouverneurs, autant de préfets, autant de directeurs généraux, autant de ministres venir cotiser des centaines de millions devant tout à mon Dieu vision pour leur candidat. On n'a jamais vu ça. Moi, je pense que c'est une incongruité dont on aurait pu se passer. Relativement à cela, toujours, Guy Hervé, le journal Le Messager ce matin nous fait savoir que les évêques sont montés au créneau et dénoncent une fraude massive lors de cette présidentielle. Ils s'y mêlent, eux aussi, les évêques. Oui, je suis un peu embêté, justement, même de quoi est-ce qu'ils se mêlent, ces évêques. Je veux dire que, moi, non, honnêtement, je me serais attendu de la part des religieux comme ceux-là, qu'ils aient un discours d'apaisement, qu'ils aient un discours de... C'est ce qui est dit. Il y a un discours d'apaisement. En tout cas, il ne revient pas, à mon sens. Il demande aux uns aux autres de respecter le résultat qui sera déclaré, de ne pas prêter le flanc à toute déstabilisation. Il ne revient pas aux évêques de mettre de l'emphase sur ce que les candidats eux-mêmes ont déjà dit. Je crois que c'est contre-productif. Mais il faut noter qu'ils avaient des observateurs électoraux sur le terrain. N'empêche, le discours qui attendait les évêques, c'est un discours de réconciliation, d'apaisement, de paix, etc. Je crois que les candidats ont suffisamment dénoncé les irrégularités pour que les évêques en rajoutent davantage. Ce n'est pas de nature à peser et ramener la sérénité au sein des populations. Je pense que, à mon sens, ils devraient, les évêques, rappeler. On a des candidats qui ont déjà commencé à dire qu'ils ont gagné l'élection, etc. Même si maintenant on veut nous embrouiller dans un glissement sémantique compliqué, comme quoi maintenant où on voulait croire que c'est parce qu'il voulait exactement dire, etc., le tireur de penalty. Je pense que avec le discours, avec la rhétorique tribaliste qui commence à avoir pignon sur rue, sur les réseaux sociaux, qui se déploient même déjà dans la vraie vie, moi, personnellement, je me serais attendu, est-ce que les évêques soient plus prolixes sur ce terrain-là, appeler les gens à la calmie. Il y a un discours tribal qui est de plus en plus dominant, la rhétorique est de plus en plus violente. Au niveau des homélies, etc., c'est à ce niveau, à mon sens, que les évêques devraient entrer en scène pour que les populations réapprennent à vivre ensemble, qu'il y ait une véritable cohésion sociale, pas de mettre de l'emphase sur tout ce que les candidats disent. Vous estimez qu'ils mettent de l'huile sur le feu? Les candidats, il a dit que les gens, on précise que il n'a pas amplifié ce qui est déjà dit, à mon sens. Le quotidien Émergence abonde dans le même sens et parle de la conférence épiscopale qui fustige les fraudes et les nombreuses irrégularités. Oui, mais fustiger les fraudes, ça c'est pour chauffer la tête des populations. Fustiger les fraudes et fustiger les irrégularités, c'est prendre ouvertement position. Parce que je veux bien croire que la conférence épiscopale ait pu envoyer sur le terrain des observateurs. Mais ces observateurs, est-ce que la conférence a pu les envoyer sur toute l'étendue du territoire? Ils ont constaté, ils disent, le ministère de l'administration territoriale a par exemple réduit le nombre d'observateurs chrétiens accrédités pour cette élection. Cela veut donc dire que leur point de vue ne peut être subjectif, il ne peut pas être avoir une vue holistique de tout ce qui s'est passé à travers le Cameroun, d'un et de deux. Moi, je pense que la conférence épiscopale souffle un peu le chaud et le froid après avoir dénoncé de façon virulente ce qu'elle considère comme des irrégularités et des manquements et tout.
elle termine son communiqué en disant non, on demande à tout le monde de rester tranquille et que nous devons de respecter. Vous ne pouvez pas donc avoir chauffé la tête des gens en leur disant que non, c'est faux, c'est mauvais, c'est si ils ont fait ils ont fait ça, et ensuite dire non, écoutez, restez tranquille, c'est la paix. Non, c'est trop facile. Donc moi, c'est pour ça que ça tourne tout simplement à un jeu trouble de souffler le chaud et le froid. Et moi, je pense que ce n'est pas la fonction de la conférence épiscopale. Mutation ce matin, restant sur la présidentielle, nous parle du tiercé gagnant sans le Social Democratic Front. Que s'est-il passé avec ce parti? Le journal tente d'apporter un décryptage, mais s'appuyant sur les premiers éléments de sa possession, on constate donc cette régression historique du Social Democratic Front, Guy Foncan. Non, je voulais dire que mutation fait dans le vaudou et de la science-fiction. Jusqu'à peu de contraire, je n'ai pas souvenance des... parce qu'il y a des procès-verbaux contradictoires qui proviennent des villes. À chaque fois, vous avez une même ville, par exemple, le nord, le septentrion, qui est la partie la plus prisée, dont on dit que l'élection se gagne là-bas et pas ailleurs. Vous avez bien vu, constater comme moi, que vous avez trois tendances totalement différentes qui donnent un vainqueur à chaque fois que, selon le camp qui envoie, qui publie l'information, qui relaie l'information. Non, j'ai envie de dire que mutation fait de la science-fiction ce tiercé gagnant, même s'il y a quelques tendances lourdes qui peuvent se dégager. Je préfère adopter une prudence assez rhétorique pour dire que vous voyez le SDF dans le trio de tête, par exemple? Pourquoi pas? Ce serait à mon sens légitime. C'est quand même le parti, quoi qu'on dise, a le meilleur maillage électoral sur l'étendue du territoire. C'est le parti qui a, après le RDPC, qui a le plus de représentants possible. Je voulais rappeler aux gens que c'est pas en mobilisant les gens qu'on a forcément gagné une élection. Rappelez-vous, il y a quelques années, François Fillon avait mobilisé 100 000 personnes au Trocadéro, mais il a perdu l'élection au finish. Donc c'est pas parce qu'on a... Souvenez-vous de l'époque du Trocadéro en France. Ça avait été je vais dire une mobilisation inédite où on n'avait jamais vu autant de monde au Trocadéro, mais il a perdu au finish. Donc c'est pas pour dire que c'est pas la foule forcément qui fait gagner une élection. Donc il faut rester prudent. Mais on connaît les raisons pour lesquelles il avait perdu. Il faut parce que les indicateurs sur lesquels les uns et les autres peuvent se baser, c'est la capacité des uns et des autres à faire foule. Donc alors, vous n'êtes pas d'accord avec le titre de mutation pour vous. Je pense qu'il faut le tiercé gagnant sans ça. Jusqu'à hier, c'est prématuré selon vous. Jusqu'à hier encore, je crois que jusqu'à hier encore, les commissions se réunissaient pour construire les dépouillements des procès-verbaux reçus. Donc, ce serait surréaliste. Là, c'est parlé aussi un peu comme l'état du Cameroun. Donc, on attend. Sachant aussi que, selon les technologies en possession, on peut dire, ou certains peuvent dire, c'est même dans les QG de partis politiques, à cet état, à quoi ressemblent les différentes tendances, et c'est là-dessus que s'appuie le journal Mutation pour dire ce tiercé gagnant, il sera sans le Social Democratic Front. Non, moi c'est difficile. Moi je n'irai pas, je ne suis pas tout d'accord avec ce titre. Et bon, quand on parle même de nouvelles technologies, vous voulez dire que, par exemple, les procès-verbaux de Koussiri qu'on envoie à Marois pour être acheminé à Yaoundé, qu'on envoie uniquement par WhatsApp ou par... Non, vous savez très bien ce qu'on peut faire aussi avec les fichiers qui sont que l'on reçoit et que l'on peut forwarder. Non, je pense que il vaut mieux être prudent. Quand Guy avait parlé de mobilisation tout à l'heure et de candidats qui mobilisent tout le monde équipé à l'élection, j'ai vu où se tourner son regard. Mais moi, je pense tout simplement que on en a encore au comptage, on en est encore à l'évaluation. Il n'est pas... Mais même au sein du Social Democratic Front, vous semblez faire mentir ceux même qui au sein du Social Democratic Front reconnaissent que cette élection n'est pas gagnée, mais non seulement n'est pas gagnée, mais que le parti risque de faire son pire score, puisqu'il y a de nouvelles forces qui semblent avoir supplanté le parti au passage. On note cette sortie par exemple du SDF Germany, SDF Allemagne, qui constate clairement l'échec du Social Democratic Front, mais surtout qui demande au chairman John Fundi une refondation et qui appelle le candidat Joshua aussi à
prendre sa responsabilité, surtout assumer cet échec? C'est-à-dire, il a démissionné. Non, vous savez, le SDF Djamani, il est assez loin du Cameroun et sa vision des choses n'est pas forcément celle des militants d'ici. Je pense que, comme dans toute formation politique, il y a des ultras, il y a aussi des gens qui sont au centre, il y a aussi des gens qui pensent être des modernistes ou bien qui veulent que les choses évoluent. Donc, tel que vous parlez, vous voyez le SDF premier, par exemple? De toute façon, moi, je n'ai pas de boule de cristal, mais je dis tout simplement que les procès-verbaux sont en train d'arriver. On sait que on connaît d'office que la grosse machine du RDPC a toutes les chances d'être premier. Vous savez très bien. Mais seulement, le problème, c'est de savoir le deuxième, mais avec quelle marge. Bon, le problème, c'est de savoir aussi le troisième ou le quatrième. Mais toujours est-il que quand on parle du tiercé gagnant ou du quartier gagnant, on va bien voir. C'est seulement après les dépouillements. Toujours est-il que, moi je persiste à le dire, il y a des tas de tendances qui sont balancées, mais des tendances qui sont plus ou moins contradictoires. Dans certaines tendances, on place le MRC premier dans le littoral, le RDPC deuxième et le troisième, le parti Univers. D'autres placent le RDPC premier, le SDF deuxième et tout ça. C'est-à-dire que c'est tellement contradictoire que moi je pense qu'il est préférable de rester circonspect et d'attendre que les choses... C'est vrai que les gens sont pressés de savoir comment ça va se passer, les gens sont pressés de savoir qui va gagner, mais vous savez qu'il y a aussi une sorte de guerre des chiffres qui est là en réalité pour mettre les consciences en ébullition. Non, mais je voulais simplement dire qu'il faut rester prudent avec les chiffres balancés dans les réseaux sociaux. J'en veux pour preuve, dans mon village par exemple, où beaucoup d'opérateurs économiques se sont investis, d'hommes d'affaires, etc., pour battre campagne pour le RDPC. La chefferie ici est même mêlée. Vous avez dans par exemple le bureau de vote, qui a été voté non loin le bureau de vote qui était non loin de la chefferie, vous avez 3 procès-verbaux différents. Et des gens qui disent avoir été dans la salle. Donc il faut faire très attention et bon, parce que vous avez des gens qui estiment que les consignes des élites ont été suivies, le chef avait son camp, etc. Les élites avaient leur camp, et les populations avaient leur camp. Donc du coup, ça laisse un peu dubitatif sur ce qu'on reçoit sans forcément avoir été. Et donc je dis qu'il faut prendre tout ce qui est relayé avec suffisamment de pincettes, parce que selon qu'on est dans un temps ou dans l'autre, on peut manipuler. On cherche à manipuler. Et on manipule même. Souvenez-vous de l'épisode ivoirien que les Camerounais ont beaucoup relayé sur les procès-verbaux qui étaient balancés sur la toile. La plupart du temps, on n'avait rien à voir avec la réalité. Souvenez-vous de l'épisode du Haut-Ougoué, où il y avait plus de votants que d'inscrits. Et c'est passé comme ça. Il a fallu que les gens lucides puissent déceler la faille et remettre la problématique sur la table. Donc, je veux dire, il faut être très prudent dans ce qui est relayé, même si honnêtement, on peut quand même remarquer que tout ce qu'on a reçu, que ce soit vous et moi et les autres, il y a quand même une tendance lourde, il y a quand même des gens qui viennent plusieurs fois en tête ou deuxième. C'est que moi, contrairement à la mutation, moi, me laisse penser que l'année prochaine, les choses vont se passer de manière différente. Parce que, quel que soit le vainqueur de cette élection, au niveau des municipales et les législatives l'année prochaine, ça va se jouer très très serré. Il y a de nouveaux partis qui sont montés en puissance. Des gens qu'on prenait pour les étudiants hier, aujourd'hui semblent donner le temps et avoir droit de citer. Donc, vous avez l'année prochaine une nouvelle typologie de personnes comme ça qui vont réapparaître au bout du jour et qui vont dicter le tempo, et on aura une nouvelle cartographie politique qui va se dessiner. Et rien ne sera plus comme avant. La majorité obèse de l'Assemblée nationale, à mon sens, doit être remise au calendrier. Et évoquer cette fois-ci la littérature et cette sortie de Jacques Famdongo qui décrypte le phénomène Paul Biya. C'est dans le journal Info Matin et qui nous dit dans un essai, le MINESUP démontre que le chiffre 4 structure tout simplement le fonctionnement atypique du chef de l'État depuis sa naissance jusqu'à son accession à la magistrature suprême. Voilà une autre sortie littéraire du professeur Jacques Famdongo. C'est cette forme de littérature Guy Hervé Fongang, Éric Martial Diobon, c'est ce qu'on appelle le panégyre, la dithyrambe. On n'a jamais vu autant de superlatifs et autant d'agencements métaphysiques
et même on parle même d'agencement sémiotique. C'est 4 lettres, son prénom c'est 4 lettres, mais il oublie qu'il y a un deuxième prénom, Barthélemy. Il a oublié de parler du prénom de Barthélemy. Donc moi je pense que ce genre de littérature... Et le Vendor? Non, Vendor, c'est le nom de son père. J'ai dit son prénom. Son nom, Paul Barthélemy Bia. Contenu dans son... Paul Barthélemy, son acte de naissance. Alors moi je pense que, moi, de mon point de vue, ce genre... Qui est très oral, je ne sais pas pour vous, doyen qui est ici, doyen justement, comme on aime à l'appeler, combien de livres il y a quelques années sur les grandes ambitions, qui ont fait des thèses doctorats sur d'ailleurs François Mamoudom, sur les silences du président, etc. Donc je pense que ça donne du matériau aux apprenants et aux chercheurs de poursuivre la recherche et aux autres et à la postérité de se connaître qui était le président Paul Biya. Donc ce n'est pas mauvais, c'est bien qu'on connaisse ce type de documents, parce qu'il y aura une vie après Paul Biya évidemment. Et donc c'est bien que les universitaires prennent leur responsabilité, parce que la belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc un universitaire, un écrivain, un chercheur ne peut que produire ce type de documents qu'on pourra léguer à la postérité. Ceux qui viendront après seront au moins que, et puis je veux dire que le prénom de l'ancien, que le prénom du président avait quatre lettres. 4 lettres et qui son nom 4 lettres. Son nom qui du point de vue de la symbolique pouvait ouvrir un certain nombre de choses. Le prédestiné à devenir président de la Et République. puis ça peut, par exemple, donner du contenant à la fameuse phrase du président quand il rappelait que ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Voilà. Peut-être qu'il y a un nombre d'éléments dont les gens souhaiteraient comprendre qu'est-ce qui singularise ce type de personnage. Et donc, ce type de publication vient à point nommé et permet à la postérité de savoir qui était le véritable président. C'est bien pour la recherche, c'est bien pour on va sortir peut-être un mois, une minute, 30 secondes là-dessus, Camille. Non, c'est bien pour la postérité, c'est bien pour la recherche, mais c'est pas bien pour la santé mentale aussi. Allez, merci messieurs, merci d'être venus. Demain sera notre jour, nous serons là pour notre numéro de la revue des Grandes Unes. Merci à vous qui nous avez regardé, madame, monsieur. Au revoir et surtout très bonne suite sur Equinox Télévision.